Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TVL, et bienvenue dans ce nouveau Zoom avec un invité spécial aujourd'hui, Romain Dominati, qui est le président du parti milléiste. Bonjour Romain Dominati. Alors, bonjour. Ce nom parti milléiste est un peu intriguant. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un vrai parti, c'est une page sur les réseaux sociaux, principalement sur X, mais j'en profite pour passer le mot, on est également sur Instagram et Facebook, qui se dédie à véhiculer des nouvelles d'Argentine, de ce qui se passe dans l'Argentine de Milei, et des solutions libérales qui pourraient s'appliquer à la France, que l'on peut constater tous les jours, mais qu'aucun politique ne veut reprendre. Donc c'est vraiment un compte au départ un petit peu fantaisiste, on va dire. L'idée est venue après l'élection de Milei. Et puis, petit à petit, ça a pris en audience. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une certaine rigueur pour décortiquer ce qui ne va pas en France et ce qu'on peut reproduire depuis l'Argentine et aussi d'autres modèles libéraux, d'autres pays, d'autres époques, puisque la liberté, ça fonctionne partout et toujours. Vous avez des liens justement avec ces équipes de Milei en Argentine ? Non, on n'a pas de lien direct. On a essayé d'établir des connexions, des ponts, parce que ça peut être intéressant de faire des échanges avec notamment des responsables politiques français ou des journalistes ou des think tanks, des académiciens, etc., qui voudraient rencontrer les équipes politiques mais aussi techniques de Milei pour savoir comment il a fait, sa stratégie, pour arriver au pouvoir, mais aussi ensuite comment appliquer les réformes, couper dans les budgets. Donc, depuis quelques temps, on essaye de nouer des contacts. Donc, j'ai quelques pistes, mais pour l'instant, rien d'officiel ni de concret, mais j'espère que ça viendra. Alors, vous l'avez dit, vous avez un compte X, et moi j'étais un petit peu voir ce que vous faites. Vous avez notamment teasé l'existence d'un programme politique qui sera peut-être sorti lorsque cette émission sera apparu. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, quelques mesures phares de ce programme milléiste en France ? Alors, ouais, c'est gentil d'en parler. Je sais qu'il y a une belle attente. on a teasé un peu le programme ces dernières semaines. Déjà, c'est un gros travail. On s'est rendu compte très vite que pour établir un programme, il faut du temps. Il faut fouiller les comptes de l'État. Il faut aller voir vraiment là où on peut faire quelque chose. Et on se rend compte que nous, ça nous a pris des mois. Évidemment, on a aussi un métier à part, on ne fait pas ça à plein temps. Mais il faut une grande expertise. Donc, le programme, je vous donne en avant-première les grandes lignes. On coupe beaucoup dans les dépenses, jusqu'à 700 milliards, pour faire retomber le poids de la dépense publique à 35% du PIB. C'est-à-dire un pays normal. Avec ces 700 milliards de coupes, ça permet d'envisager plus de 500 milliards d'allègements fiscaux, parce qu'il y a aussi le déficit qu'il faut combler. Donc ça veut dire plus de déficit, plus de 500 milliards d'impôts en moins. Et ces impôts, en grande majorité, c'est la suppression intégrale de toutes les charges qui pèsent sur les actifs. Donc, c'est-à-dire, on part de ce qu'on appelle aujourd'hui le brut, le super brut, le hyper brut, appelez-le comme vous voulez, mais en gros de combien le patron paye à ses employés, combien ça lui coûte d'avoir monsieur ou madame qui vient tous les matins travailler dans son entreprise, donc c'est la vraie valeur du travail de l'employé, et bien on la restitue intégralement à l'employé. Évidemment, ça change tout, puisque ça veut dire que le revenu des actifs, en fait, ça veut dire que si on prend le salarié moyen, il va gagner 70% en plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. Donc c'est colossal et ça forcément libérerait la France et l'activité en France d'une manière spectaculaire. Les gens, tout d'un coup, seraient beaucoup plus motivés à travailler puisqu'ils récupéraient tout le fruit de leur travail. Toute la valeur ajoutée, elle reste dans les mains des gens qui l'ont créée. Les actifs seraient tous beaucoup plus riches, donc auraient beaucoup plus aussi à dépenser, à épargner, à investir, à se projeter sur le long terme, etc. C'est un changement majeur. En plus de cela, on allège l'impôt sur les sociétés, on fait disparaître les droits de succession et on supprime tout un tas de milliers de micro-taxes. Quand je dis milliers, je n'exagère pas. En fait, on a commencé à regarder les taxes qu'on peut supprimer et puis en fait, il y en a plus de... Ouais, il y en a
des milliers. On a dit, mais bon, on enlève tout. Parce qu'il y a un manque de clarté évident en France. Il y a tellement de taxes qu'en fait, à chaque fois qu'on crée une taxe sur quelque chose, ça peut être quelque chose de dérisoire. Il peut y avoir des taxes sur la tasse de thé, mais elle est compensée par une niche fiscale parce qu'en fait, on n'avait pas anticipé que les producteurs de thé, ils allaient perdre. Donc on fait une niche fiscale pour eux. Et puis après, il faut faire une autre micro-taxe sur le sachet de thé. C'est infini, plus personne n'y voit clair, donc on enlève tout et on enlève toutes les niches aussi, et ça s'équilibre largement. Et bien sûr, les contribuables et les actifs sont les grands gagnants. Alors quand on vous entend, on a l'impression que c'est un programme idyllique, mais en France, on constate quand même que la société est fragilisée pour le moins, et que beaucoup de gens survivent grâce à des rentes de situation et à des subventions publiques. Est-ce qu'on ne risque pas là de casser ce qui reste de la cohésion sociale ? Je pense que c'est presque l'inverse. Pour moi, la cohésion sociale, c'est quand les gens s'aident les uns les autres volontairement. Quand on vole à l'un pour donner à l'autre, c'est pas de la cohésion sociale, c'est de la coercition. S'il y avait vraiment cohésion sociale, je pense qu'on le constaterait dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est au contraire une société fragmentée. Les groupes d'intérêts d'électeurs qui s'affrontent les uns les autres pour tirer à eux la couverture de l'État, les générations qui s'opposent. La cohésion sociale, c'est si vraiment on est responsabilisé, on doit prendre soin de nos enfants, de nos proches, des gens qu'on aime, de nos amis, de nos aînés. Là, ça crée de la cohésion sociale. Si c'est l'État qui se met en intermédiaire et qui prend dans la poche de l'un pour le distribuer à l'autre, il casse cette cohésion sociale. Pour répondre, parce que je comprends votre question sur le fond, je pense qu'en fait, énormément de gens pensent vivre grâce à l'État parce qu'ils reçoivent chaque mois un chèque parce que... Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais il y a 1000 raisons de recevoir une aide ou un chèque de l'État chaque mois. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'une partie de l'argent qu'ils ont payé, que l'État daigne leur rendre. Parce que tout le monde paye des impôts en fait. Tout le monde paye des impôts, que ce soit des impôts indirects via les biens qu'on achète, la production, etc. Mais même tout le monde paye, par exemple, même quelqu'un qui ne vivrait qu'à 100% des aides de l'État, et il n'y en a pas tant que ça, mais mettons, eh bien dès qu'il va au supermarché acheter quelque chose, il paye la TVA. Donc au lieu de lui prendre ses 20% de TVA, laissons-lui son argent et on n'aura pas à lui distribuer un chèque chaque mois. Si chacun pouvait juste profiter de son argent et être responsable avec, on n'aurait pas besoin d'un intermédiaire au milieu qui, évidemment, coûte de l'argent. Ça coûte des CERFA, ça coûte des bureaux, ça coûte des fonctionnaires. Donc, il y a une disparition, un gaspillage de valeur ajoutée à chaque fois que l'État se mêle de quelque chose. Alors, pour revenir un peu sur Milei, justement, et un petit peu comparer l'expérience argentine, voir si elle est réplicable en France, on a vu récemment quand même des protestations contre Milei, que ce soit les manifestations, la pauvreté qui grimpe, mais aussi du point de vue électoral, ça c'est un peu compliqué pour le président argentin. On a eu un échec récemment et des soupçons de corruption. Est-ce que Milei va réussir à remonter la pente ? Alors, ouais, c'est une bonne occasion de le défendre. Alors déjà, la pauvreté n'augmente pas, elle est en chute libre. Donc sur ce point-là, c'est une énorme victoire de Milei d'avoir fait chuter la pauvreté aussi rapidement. Les manifestations sont très rares. Il y en a évidemment, il y a toujours des gens mécontents. Il y a toujours des gens effectivement qui étaient dépendants directement de l'État ou d'une faveur étatique parce qu'ils avaient un contrat avec l'État, c'était le cousin d'un tel, etc. Donc ces gens-là, effectivement, ils ne sont pas contents, ils essayent de manifester un petit peu. Moi, j'ai vécu en Argentine de nombreuses années, j'ai connu des énormes manifestations quand le pays allait vraiment mal. C'était des vrais mouvements populaires qui bloquaient tout le pays avec des centaines de milliers de personnes. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est sporadique. Et sur l'autre point, alors là, oui, effectivement, il y a eu... Ce n'est pas un échec électoral à proprement parler, parce qu'en fait, ça ne concernait qu'une élection locale, qui est la province de Buenos Aires, qui est un bastion de gauche depuis toujours. C'est un peu, en fait, la grande banlieue de la capitale. Et effectivement, la Libertad Avanza, donc le parti de Milei, espérait faire mieux parce qu'il comptait sur les voix de l'ancien centre-droit, un peu on rentre dans la politique argentine, qui s'était déplacé pour voter lors de la présidentielle, qui s'était motivé pour voter pour Milei et qui lui avait donné une victoire donc très large, à 55%. Cette fois-ci, en fait, on voit que les électeurs de Milei se sont déplacés, ont voté massivement pour lui et même
plus que lors de la présidentielle. Par contre, ceux du centre droit sont restés chez eux. Donc il y a eu un taux d'abstention assez élevé qui fait que la victoire en fait est toute relative, c'est-à-dire qu'en fait le Milei gagne des sièges évidemment puisqu'il en avait quasiment pas. Le parti est très jeune, il n'a pas la structure, le maillage territorial d'un vrai parti, mais effectivement c'est en deçà des espérances, donc ça donne un signal de renforcement de l'opposition kirchnériste. Après, sur les scandales de corruption, honnêtement, je ne veux pas trop m'avancer, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est vraiment du vent. C'est une tactique habituelle en Argentine. Juste avant l'élection, on balance un pseudo-scandale. Pour vous résumer le truc, c'est en gros quelqu'un qui connaît Milei, c'est un collaborateur, qui n'est pas ministre, qui n'est pas un élu, qui est responsable d'une agence étatique, qui avait sur son téléphone un audio par WhatsApp où lui-même dit que la sœur de Milei serait corrompue. Mais c'est-à-dire qu'on n'entend pas son interlocuteur, on n'entend que la voix du monsieur en question qui dit qu'elle serait corrompue. Donc en gros, moi je prends mon téléphone, je fais un audio et puis je donne à la presse. Si ce monsieur est de mauvaise volonté ou qu'il a été approché par l'opposition, ça semble très 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 léger. Maintenant, la justice va se prononcer, il va y avoir une enquête, etc. Mais voilà, pour dire à quel point l'accusation est légère, mais les vieux coups marchent toujours. Et donc à 3 jours avant l'élection de balancer ça, effectivement, ça a eu son petit effet. Maintenant, pour répondre à la question finale, oui, je pense qu'il va repartir de l'avant. J'espère ne pas me tromper, il y a les élections là, le 26 octobre. Il y a un bel élan parce que je pense que les gens ont compris que, c'est d'ailleurs son slogan de campagne, que si la liberté n'avance pas, l'Argentine recule. C'est le retour aux années très difficiles du kirchnérisme, à l'explosion de l'inflation et de la pauvreté. Et bien que ça fait effectivement 2 ans que la situation est difficile dans le pays parce qu'il faut se serrer la ceinture pour assainir la situation, les Argentins quand même sont bien conscients qu'ils sont passés pas loin du drame et sont reconnaissants des réformes de Milei. Et j'espère bien qu'ils vont le dire dans les urnes. Vous défendez le premier bilan de Milei à la présidence. On a quand même constaté, là j'avais l'article sous les yeux, que le président a dû appeler à l'aide son allié Donald Trump, qui lui a consenti une aide américaine de 20 milliards de dollars. Donc les États-Unis ont eux-mêmes acheté de la monnaie argentine pour éviter qu'elle ne se déprécie encore plus. Et justement, est-ce qu'en se liant un petit peu comme ça aux Américains et au dollar, est-ce que Milei n'a pas un petit peu bradé la souveraineté de son pays ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une bonne question. Écoutez, pour répondre à cette question, il faut déjà expliquer un petit peu dans quelle situation se trouvait l'Argentine aux auditeurs français qui peuvent difficilement l'imaginer parce que l'Argentine a fait faillite 27 fois dans son histoire. Donc elle a fait toute une série de défauts de paiement, ce qui fait qu'elle n'a plus accès au marché financier. Donc contrairement à la France ou à n'importe quel pays développé, elle ne peut pas emprunter pour rembourser sa dette. La dette accumulée par la gauche est colossale. Et une partie de la dette arrive à échéance là, en janvier. Donc ils doivent absolument la rembourser. Donc le plan du gouvernement de Milei depuis le début était de dire on a cette échéance, on le sait, donc on va équilibrer le budget pour assainir les comptes, montrer qu'on fait des vrais efforts pour redresser le pays et faire rentrer de l'argent et rassurer les marchés. Pouvoir à nouveau entrer sur les marchés internationaux, emprunter de la nouvelle dette pour rembourser cette échéance qui arrive en janvier. Donc ce n'est pas un nouvel endettement qui était prévu, c'est juste prendre de la nouvelle dette pour payer l'ancienne, c'est ce que fait la France tous les jours. Malheureusement, comme vous l'avez signalé, il y a eu ce petit revers électoral et surtout, il y a le fait que Milei n'a pas du tout de majorité parlementaire. Donc le Sénat et le Congrès argentin ont fait passer tout un nombre de lois récemment pour faire dérailler l'équilibre budgétaire. Ils ont volontairement fait passer des lois où ils disent on dépense des milliards pour tout et n'importe quoi. Le seul objectif était de faire dérailler l'équilibre. Donc ils l'ont fait passer. Et ils ont fait passer énormément de lois pour limiter les pouvoirs du président. Il ne peut plus diriger par décret, il a beaucoup moins de pouvoirs que ses prédécesseurs parce qu'il y a eu des nouvelles lois. Ce qui fait que les marchés ont pris peur pour le revers électoral, le fait qu'ils ne puissent plus vraiment diriger et le fait que la gauche soit prête à tout s'aborder pour faire dérailler le budget. Les marchés n'ont pas
accepter une nouvelle entrée de l'Argentine. Donc, elle se retrouve dans une situation où elle ne peut pas emprunter pour payer cette échéance qui arrive. Et donc, elle pourrait faire faillite, à nouveau, pour la 28e fois. Et c'est là que Milei a activé le réseau américain, avec ses liens avec Donald Trump. Il a envoyé donc son ministre de l'économie pour négocier un deal qui, effectivement, vient d'être divulgué. Le deal, il est extraordinaire parce qu'il y a non seulement 20 milliards de dollars qui servent à rembourser cette échéance, enfin en partie, parce qu'ils ont dit, bon, l'échéance n'est pas de 20 milliards, je ne la connais pas exactement, mais ils ont dit, voilà, vous pouvez piocher dans ces 20 milliards pour rembourser l'échéance, et si vous avez besoin de plus, il y aura plus. Mais en plus, effectivement, il achète des pesos argentins pour les mettre dans le trésor américain. Ça, c'est un fait rarissime, parce que les fois où le trésor américain achète une monnaie étrangère, ils se comptent, je crois, sur les doigts d'une main. Ils ont acheté des euros, ils ont acheté du yen japonais, ils ont acheté du bitcoin, ils ont acheté de l'or. C'est ça qu'il y a dans les caisses. Et là, maintenant, il y a du peso argentin. Donc, c'est un signe de confiance énorme. Les Argentins, d'ailleurs, sont stupéfaits et se disent, mais attendez, la monnaie qui valait plus rien, il y a encore 2 ans, il y avait 250% d'inflation. Moi, quand je suis arrivé dans le pays, il y avait des pièces, il y avait des centimes, il y avait des billets de 2 pesos, de 5 pesos. Quand je suis parti du pays, les billets de 2 et 5 avaient disparu, tout simplement parce que le papier valait plus cher que ce qui est écrit sur le billet. Donc, on pouvait l'utiliser pour allumer un feu, c'était plus rentable, pour se rendre compte à quel point le pesos ne valait plus rien. Et aujourd'hui, cet argent qu'on jetait à la poubelle il y a encore 2 ans, eh bien, les Américains l'achètent pour le stocker dans leur trésor. Donc le signe est vraiment très très puissant de la part des Américains. Et ce n'est pas du tout une manière de se féoder aux États-Unis. Déjà, la dette qu'avait contractée avant la gauche, c'était auprès de la Chine. Donc bon, l'un n'est pas forcément mieux que l'autre. Et puis en fait, c'est juste une relation de bon partenariat. C'est comme avoir une bonne relation avec son banquier, quoi. Si vous avez un problème, vous vous entendez bien avec votre banquier, il vous fait confiance, c'est bon, tu vas t'en sortir, tu vas tout redresser, ta boîte elle va cartonner, allez, je te fais confiance, je rachète ton ancienne dette pour que tu puisses payer la nouvelle. Il n'endette pas plus le pays en fait, le taux d'endettement est le même. On prend de l'argent et on rembourse de l'argent, donc ça reste équilibré. Non, je pense que c'est vraiment assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Et connaissant les Argentins qui sont très fiers de la façon dont on les voit à l'étranger, parce que c'est quand même un pays qui est loin de tout, en marge du monde, et qui arrive quand même à faire des coups d'éclat internationaux avec Messi, Maradona, Eva Perón, le tango, etc. Ils en sont très fiers. Je pense que ça va aussi leur donner un petit boost d'orgueil qui peut aussi aider pendant les élections qui approchent là. Alors sur le plan international, on parle des amis de l'Argentine. Il y a un ami de l'Argentine, c'est Israël. En tout cas, c'est Milei qui le déclare ainsi. Est-ce qu'on assiste un petit peu à un alignement géostratégique d'une partie de l'Amérique latine avec l'Occident ? Peut-être. En tout cas, Milei a déclaré de nombreuses fois que c'était sa volonté de s'aligner avec l'Occident sur une stratégie globale, sur une culture qu'il partage, parce que alors parler d'une partie de l'Amérique latine, je sais pas, parce que l'Argentine est vraiment à part sur ce continent. C'est le seul pays où ils sont vraiment européens. C'est-à-dire que vous comme moi, on peut passer pour des Argentins sans aucun problème. C'est dû à l'histoire du pays. Il n'y a pas de population andine ou d'anciens esclaves africains ou même asiatiques comme il peut y avoir au Brésil ou au Pérou. C'est vraiment des Européens. Donc ils ont cette culture commune comme on pourrait l'avoir avec le Canada. On est occidentaux, quoi. Et c'est vrai que Milei a déclaré de nombreuses fois qu'il voulait créer une espèce d'alliance entre pays qui partagent cette culture et il fait des appels du pied en plus de Trump mais aussi à l'Italie de Meloni, à Israël. C'est un axe intéressant. Pareil, pour moi, c'est une entente entre gens qui se comprennent, tout simplement. Alors, pour rester un peu sur l'Amérique latine et comparer avec les autres pays voisins, on a aussi Bukele, qui est quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui, ouais. Mais qui est, quant à son cas, sur un modèle plus étatiste, oui. Et qui, a priori, fonctionne quand même. Pour le coup, il n'est pas ultralibéral, comme d'aucuns qualifieraient Milei. Qu'est-ce que vous pensez de Bukele et de son modèle ? C'est un modèle très intéressant. Il avait un pays dans un état désastreux.
Moi, je suis déjà passé par le Salvador bien avant Bukele et c'est une des rares fois où en voyage, j'ai eu un peu peur parce qu'on ne pouvait pas sortir, tout simplement. On ne pouvait pas sortir dans la rue. Donc, il avait un problème très précis et très grave. Donc, il a employé tous les moyens à sa disposition pour le résoudre. Alors, comme vous l'avez dit, il n'est pas libéral, mais la première justification de l'existence même d'un État, c'est de protéger les gens contre les brigands. Voilà, le chef de la tribu, si c'est lui le chef, c'est parce qu'il a des gros bras autour qui peuvent protéger les villageois des brigands. Si l'État ne remplit même pas cette première mission-là, c'est-à-dire qu'il est en faillite totale, il ne sert vraiment plus à rien. C'était le cas au Salvador. Donc, il a rétabli l'ordre avec vigueur, mais il a libéré le quotidien de millions de Salvadoriens qui étaient opprimés par les gangs. Et en faisant cela, on peut dire qu'il a redonné un sens à l'utilité même d'avoir un État. Donc c'est un modèle très intéressant, même si effectivement, sur le reste, il me paraît peut-être un peu inquiétant, Bukele, dans sa façon d'agir, d'être. On a l'impression qu'il se voit bien finir jusqu'à 90 ans dictateur à vie. Mais bon, si c'est pour rendre les gens heureux. Après, non, sur son modèle, vraiment précisément comment il a fait pour combattre le crime, il y a qu'à dire bravo et à reconnaître que c'est pas bien compliqué en fait. On met les méchants en prison et puis les gentils vont mieux, quoi. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, Milei a fait des échanges avec les équipes de Bukele. La ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, en Argentine, elle est en train d'appliquer un plan inspiré de Bukele et ça a eu des résultats déjà formidables puisque Rosario était devenue une plaque tournante de la drogue en Argentine. C'était la ville la plus dangereuse du pays. Enfin, je crois que ça l'est toujours malheureusement, mais avec de nombreux meurtres, une ville qui était vraiment en perdition. En 2 ans, en appliquant qu'une partie du plan Bukele, parce que c'est pas du tout de la même ampleur, de la même échelle. On a déjà une réduction des crimes, enfin pas des crimes, des meurtres de 70%. Donc c'est colossal. Et je pense que tous les habitants de Rosario applaudissent des deux mains et sont très contents qu'on puisse appliquer ces méthodes-là en Argentine. Alors, pour finir cette interview sur un sujet plus franco-français, si vous le permettez, oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des candidats, des partis en France qui soutiennent la comparaison avec Milei et que vous pourriez soutenir? Alors la comparaison, quand même pas, parce qu'il est vraiment très fort et il est unique, autant dans le style que dans la cohérence, que dans l'application ensuite de ce qu'il dit. Mais le paysage politique français est malheureusement dépourvu de libéraux. C'est que mon opinion personnelle, mais je ne vois que 2 figures majeures qui semblent en tout cas réellement libérales, c'est Sarah Knafo et David Lisnard. Ce sont 2 personnalités qui, je pense, ont une réelle compréhension du modèle libéral. Et une fois qu'on a compris que c'était ça qui fonctionnait, que tout le reste, c'est à écarter, c'est à fuera. Et bien après, on en est intimement convaincu, on a cette énergie pour vraiment le défendre et avoir la volonté de l'appliquer. Et on le voit, c'est d'ailleurs 2 personnalités qui ne changent pas de cap, qui ne sont pas au gré du vent. Ils sont convaincus parce qu'ils savent qu'ils ont raison, tout simplement. Mais bon, 2 parmi des centaines, ça fait pas beaucoup. Un dernier mot pour les téléspectateurs de TVL? Eh bien, embrasser chaque jour un peu plus les idées de la liberté, parce que c'est le chemin pour redresser notre pays, qu'on aime tant. Et il est vraiment, vraiment urgent de couper dans les dépenses de l'État. Alors, suivez-nous sur les réseaux pour en savoir plus sur comment on peut faire. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain Zoom.